Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui est consacré au journal d'Henri. Donc, c'est l'histoire vraie d'un petit garçon durant la Seconde Guerre mondiale. On est en compagnie aujourd'hui de Gertrude Dordor, qui est auteure du texte. Elle est professeure d'histoire de l'art attachée au service des actions culturelles du musée Carnavalet et rédactrice en chef du magazine Paris Frimousse. Alors, le livre que j'ai écrit, qui s'appelle donc Le journal d'Henri, est un livre qui correspond en fait à une envie très forte que j'ai eue de partager des souvenirs d'enfants que j'avais moi, mais qui étaient un peu imprécis. Je m'explique. Je suis née en Normandie après la guerre et d'une famille très nombreuse, nous étions 7 enfants. Et pendant toute mon enfance, j'ai entendu parler de la guerre parce que Évreux a été particulièrement bombardé pendant la guerre. Les Allemands ont été présents jusqu'en 44, jusqu'en 45 même. Et mes grands frères, ceux qui étaient nés avant la guerre, parlaient tout le temps de la guerre. Alors, quand on est enfant, c'est peut-être mon cas particulièrement, mais je ne posais pas tellement de questions, j'écoutais médusée, comme une belle histoire, ce qu'il me racontait, belle histoire qui me faisait un petit peu peur malgré tout, mais j'avais de grosses lacunes. Or, une année, maintenant que je suis grand-mère, j'ai emmené mes petits-enfants, les 2 aînés, pour leur faire découvrir les plages du débarquement en Normandie. Et lorsqu'ils m'ont posé des questions un peu précises sur ma famille, leur famille aussi, ben je me suis rendu compte que j'avais des lacunes terribles. Alors je me suis dit, il faut absolument que je puisse leur répondre, et c'est la raison pour laquelle j'ai été voir mon grand frère, qui n'est plus de ce monde, mais qui était à ce moment-là, au moment où j'ai décidé d'écrire ce livre. Eh bien, mon grand frère était un vieux monsieur qui avait toute sa tête et qui a été très surpris que je vienne le voir en lui disant, eh bien, Henri, raconte-moi ta guerre. Alors au début, il était gêné, il m'a dit, mais non, j'ai pas grand-chose à te raconter. Et puis je lui ai posé quelques questions précises. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te rappelles exactement quand ça a commencé? Quand est-ce que tu as pris conscience que la guerre commençait? Alors là, sur les photos que vous voyez, ce sont des photos très intéressantes parce que elles sont à double lecture. Je les ai toujours connues, ces photos. Et pourtant, je n'en savais pas l'essentiel. Et effectivement, c'est en travaillant sur le journal d'Henri que j'ai pris conscience que la photo de gauche, où vous apercevez ma grand-mère, ma tante, une de mes tantes plutôt, et puis 5 petits-enfants, eh bien, j'ai compris que cette photo avait été prise pendant l'Exode. Et je l'ai compris en fait en voyant bien sûr la date, mais je n'avais jamais fait attention à la date, mais surtout en voyant le matelas sur les voitures. Parce qu'effectivement, quand je me suis replongée dans cette période de la guerre, je me suis replongée, bien sûr, je me suis plongée dans les souvenirs de mon frère, qui me parlait très librement, j'avais l'impression que tout ressurgissait. C'était très étonnant. Je n'avais plus l'impression, quand il me parlait et que je l'enregistrais, je n'avais plus l'impression d'être devant un vieux monsieur, d'être devant mon grand frère, mais d'être devant un petit garçon qui revivait ce qu'il avait vécu. C'était très étonnant et assez bouleversant, je dois le dire, parce que les grandes peurs qu'il avait eues pendant la guerre, moi, quand j'étais enfant, je trouvais que c'était très glorieux, mais lui, ça avait été très paniquant. Et je raconte quelques-uns de ces épisodes, je raconte en particulier des bombardements qui ont eu lieu au moment de la guerre, mais avant d'en arriver au bombardement, je voulais parler d'une période que j'ai découvert également d'une manière très fortuite et étrange. Il s'agit de cette période qui part de la déclaration de guerre et qui va jusqu'au bombardement à la France envahie par les Allemands, cette période que l'on appelle la drôle de guerre. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, j'avais toujours entendu ce mot, et en fait, et ça c'est un hasard qui m'a été particulièrement précieux,
euh, j'habite actuellement la maison de mes parents, celle qui a survécu à la guerre, et j'avais décidé un week-end de faire des rangements. Vous savez ce que c'est, une maison de famille? On entasse, on garde beaucoup de choses. Et en rangeant une armoire qui était dans une pièce dans laquelle on n'allait jamais, j'ai découvert dans du papier craft une pile de courriers que ma sœur m'avait confié à la mort de mes parents. Et comme c'était le courrier de mon père à ma mère, quand mes parents sont décédés, je n'ai pas eu le courage d'ouvrir le courrier. Je l'ai ouvert au moment d'écrire le livre. Et quand je suis tombée sur une lettre, et cette première lettre, c'était mon père qui partait parce qu'il venait d'être convoqué, il venait d'être mobilisé. Alors, ce qui était précieux, c'est que ce courrier que mon père a envoyé à ma mère l'a gardé, le courrier était numéroté, et il a parlé de toute cette période avant l'envahissement de la France. Il a parlé de toute cette période en racontant ce qui se passait sur le front, près de la Lippe Maginot. Sans ces témoignages précis, je n'aurais pas pu parler de cette première partie de la guerre, donc j'ai vraiment apprécié. Alors après, donc il y a les bombardements, il y a l'exode. Vous avez aperçu une photo qui a été prise à Poitiers de cet exode. Vous apercevez là les bombardements du mois de mai 1940 et vous imaginez sur un enfant le choc que pouvaient produire ces bombardements, un adulte aussi, mais je crois qu'on en prend encore plus conscience avec la guerre en Ukraine. Quand on pense à ces gens qui doivent se réfugier dans les caves, eh bien c'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'endroits de Normandie. Et quand on voit le bâtiment complètement écroulé, on imagine un peu la panique de la population. Alors la photo de droite, elle montre mon père qui était revenu de la guerre après avoir été prisonnier et il a eu à ce moment-là un quatrième enfant qui est mon grand frère Bruno. Alors il y a eu donc là drôle de guerre, là vous voyez la maison complètement éventrée euh, par le bombardement de mai 1940. Et ce qui a été précieux pour moi, c'est d'entendre mon frère me raconter. Ils étaient tous réfugiés dans la cave et il entendait Messerschmitt qui envoyait des centaines de bombes, il voyait les éclats d'ardoise, la poussière des briques qui les aveuglait complètement et qui les étouffait complètement. Et puis, il y a un épisode dramatique aussi, c'est la disparition de mon frère Michel, qui était un petit bonhomme de 4 ans et qui avait envie de voir les avions. Donc, il a échappé à la vigilance des parents, enfin de ma mère plutôt, et il est parti regarder les avions. Alors, on imagine ma malheureuse mère réalisant que son fils n'était pas là. Je raconte cet épisode. Et quand j'ai vu mon frère aîné me raconter ce qu'il avait vécu, j'ai compris à quel point ça avait dû être douloureux pour le petit garçon qu'il était. Alors, sur la photo de droite, vous apercevez quelque chose qui ne devait pas être drôle du tout. C'était les tickets de rationnement qui étaient distribués à la population et qui, à cause des restrictions, eh bien, obligeaient à des queues épouvantables. Et ma grand-mère, qui vivait avec ma mère à ce moment-là, eh bien, allait faire la queue. Elle démarrait quelquefois à 7 heures du matin alors que les boutiques n'ouvraient qu'à 8 et il y avait des queues interminables pour quelquefois ne pas avoir grand-chose à manger. Donc ça a été vraiment une période très très dure. Une fois que l'exode est fini, alors là, une photo qui va un petit peu plus loin puisqu'on est déjà à la libération, mais avant la libération, il y a donc eu l'exode. Et cet exode qui les a emmenés, il faut imaginer une mère de famille, c'était ma mère, elle avait 30 ans, elle est partie avec ses 3 enfants, elle avait la chance, elle avait une voiture, elle était avec sa mère et elle est partie vers le sud, ne sachant pas où elle allait aboutir, avec les routes noires de monde, et vous avez certainement vu des photos de cet exode épouvantable où il n'y avait pas de moyens de communication, donc on ne savait pas où étaient les uns et les autres. Et dans le courrier échangé,
Eh bien, évidemment, c'était les questions, c'était as-tu entendu parler de l'oncle Michel, as-tu entendu parler de la tante machin, parce qu'effectivement, on ne savait pas où se trouvaient les autres. Alors, je crois que ces témoignages que j'ai pu recevoir pour raconter la guerre, je crois qu'ils sont précieux parce que euh, ce sont des témoignages vrais que j'ai recoupés, bien évidemment, parce que quelquefois, les souvenirs peuvent être un petit peu modifiés par le temps, par l'émotion, mais ces sources de souvenirs, eh bien, j'ai été les retrouver, donc je les ai eus avec mon frère. J'ai demandé à un autre de mes frères de me donner des noms de vieux habitants d'Évreux qui vivraient encore et qui avaient encore des souvenirs. Et j'en ai eu finalement un bon paquet qui, à chaque fois, ont bien voulu me livrer tous leurs souvenirs. Je dois dire que c'était particulièrement émouvant parce qu'ils étaient contents de transmettre cette période très dure de leur vie et qui les a vraiment marqués. Parce que ceux que j'ai interviewés, ils avaient entre, je sais pas, 7 et 14 ans au moment de la guerre. Donc c'est une période où le tempérament se crée. Et à un moment dans le journal d'Henri, je fais dire à Henri, ben, euh, je vais être le responsable parce que papa n'est pas là. Et je me souviens que moi, enfant, eh bien, effectivement, mon grand frère, c'était le raisonnable, c'était le garçon sérieux, c'était quelqu'un qui avait de l'autorité sur les petits frères et sœurs. Et je pense que ça remonte à cette période de la guerre qui lui a donné quand même un sens des responsabilités très, très tôt. Donc, je crois à la réalité de ces témoignages et en tout cas à leur intérêt. Et je pense que les enfants qui lisent le livre du journal d'Henri sont certainement sensibles à la sincérité et à l'exactitude de ces souvenirs. Parce que je n'ai pas du tout, j'ai mis en scène bien sûr tous ces souvenirs, je les ai mis à la première personne parce que ça permettait de mieux faire vivre le personnage. Mais je les ai mis en scène, bien sûr, mais je n'ai pas cherché à en rajouter. Je n'ai pas cherché à faire comment dire, du roman, à faire de quelque chose d'un peu glorieux. J'ai cherché à montrer les sensations qu'ils pouvaient éprouver, et puis les petites joies de ces enfants, parce qu'ils restaient quand même des enfants, et quelquefois, eh bien, ne pas aller à l'école, c'était chouette parce que on séchait l'école parce qu'il y avait un bombardement. Donc il y avait quelque chose de quelquefois un peu contradictoire, mais je pense que c'est dans le tempérament des enfants. Voilà. Et, euh, et alors là, c'est la fin de la guerre. On imagine l'euphorie après ces années, parce que ce qui permet de comprendre un peu mieux la guerre aussi, c'est sa durée. Aujourd'hui, on entend parler de la guerre en Ukraine. Là, déjà, ça va faire 1 an en Ukraine. On peut imaginer combien c'était dur. Mais là, en France, c'était 5 ans. 5 ans de privation, 5 ans de peur. Je me souviens de mon frère me racontant les Allemands qui exigeaient que l'on marche sur un trottoir dans un sens et sur un trottoir dans un autre. Ça nous paraît risible aujourd'hui, mais les Allemands étaient armés, les Allemands avaient des chiens policiers, et les enfants pouvaient, à juste titre, être terrorisés. Donc, cette durée de la guerre, cette pesanteur, ces restrictions, aujourd'hui, les enfants sont assez gâtés, ils ont beaucoup de cadeaux à Noël, ils ont des friandises, etc. À cette époque-là, ben non, il n'y en avait pas. Il y avait un malheureux cadeau bricolé à Noël, il n'y avait pas de friandises. Et malgré tout, il y avait quand même la gaieté de l'enfance qui était quand même certaine. Donc j'espère et je crois avoir réussi à transmettre cette véracité de l'atmosphère d'un pays en guerre. Alors là, vous avez une carte postale qui est très intéressante parce que ça indique
c'est la carte qu'a reçue ma mère pour lui dire que son mari était prisonnier dans le Stalag 17. Alors, il y avait une carte qui indiquait où ça se trouvait, mais c'était un peu sec comme indication, hein. Elle apprenait que son mari était prisonnier, elle ne savait pas ce qu'il allait devenir. Alors après, ils vont échanger un petit peu de courrier, mais des cartes postales très, comment dire, très, comment dire, restrictive. Et quelquefois, c'était monsieur l'écuyer, madame l'écuyer, monsieur le sergent-chef, et voilà, ça c'est intéressant. Je suis encore légèrement malade, je suis, et rayer la mention inutile, c'est absolument terrible quand vous recevez un courrier pareil et que vous avez en charge en plus 3 enfants, des conditions matérielles très très difficiles. On peut imaginer la difficulté de la vie. Alors là, c'était en fait la carte envoyée par la Croix-Rouge le 28 février 1941. La Croix-Rouge de Perpignan a reçu mon père qui a été sorti du stalag parce qu'il était très malade, et tellement malade d'ailleurs que quand il est arrivé par le train, ma propre mère ne l'a pas reconnu tellement il avait maigri. Mais il n'a pas été blessé, et il a continué à rester à Évreux tout le temps de la guerre. Mais je crois, d'après ce que me disait ma mère et mes frères et sœurs aussi, que son tempérament avait changé à jamais. Car effectivement, l'humiliation de la défaite de 40 a été quelque chose de terrible, et que ce sont des destins qui ont été marqués par cette guerre. Voilà, je ne sais pas si j'ai présenté. Alors oui, il y a les conditions de vie, l'école, ou pour des enfants d'aujourd'hui, ça peut paraître singulier, mais c'était l'autorité était respectée, les enfants portaient des uniformes, et les loisirs, c'était des loisirs très simples, hein. Il n'y avait pas de cinéma, mais ça ne rendait pas les enfants malheureux pour autant. Et puis, il y avait l'uniforme, il y avait les surveillants généraux. Là, ça, c'est un épisode intéressant aussi. C'est les enfants qui sont chez des amis, et ils aperçoivent un grand qui part avec des airs mystérieux. Et ce grand, c'était un garçon de 15 ou 16 ans, je ne sais plus, qui devait transmettre du courrier de la résistance. Alors, il fallait faire très attention, bien évidemment. Moi, mes frères et sœurs étaient trop petits, bien sûr, et il faut savoir aussi qu'il y avait très peu d'enfants qui étaient mobilisés pour la résistance, car les représailles pouvaient être terribles. Et j'ai reçu un témoignage qui m'avait bouleversée, une vieille dame qui m'avait raconté qu'elle avait un petit cousin qui faisait de la résistance, mais son petit cousin, il avait, je ne sais pas, 16-17 ans, et comme un gamin peut l'être, il se sentait un peu un héros, donc il avait des postures qui le désignaient comme un résistant à vue d'œil. Il ne se rendait pas compte que ça pouvait être dangereux. Et en fait, il s'est fait arrêter par les Allemands, il s'est fait torturer, et m'avait-elle raconté, il a parlé. Il n'a pas résisté à la torture, on n'a pas jugé, mais quoi qu'il en soit, il a donné des noms, et les noms de tout un réseau ont été fusillés par les Allemands. Eh bien, ce jeune qui se prenait des airs de héros, il n'a jamais pu retourner dans le village de son enfance. Parce que pour tous les gens, il avait trahi. Sans porter de jugement, c'était terrible. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Alors, la libération, ça, c'est quelque chose qui a été marquant. Tout le monde était content, heureux. Et quelquefois, on découvrait la libération au dernier moment parce que les nouvelles ne passaient pas tellement. Donc, c'était souvent assez surprenant. Merci beaucoup Gertrude pour votre présentation, et c'est assez bouleversant en fait, hein, d'entendre votre récit. C'est en même temps très concret. C'est ce dont on se rend compte aussi quand on lit votre texte, hein. C'est comme vous l'avez dit, c'est sincère, sans fioriture.
authentique. Et du coup, ça permet de se plonger dans votre récit en toute simplicité, je dirais, et avec du coup une émotion qui va être d'autant plus touchante. Et en même temps, voilà, il n'y a pas de mélodrame, c'est tout à fait accessible pour vos élèves. Moi, je voudrais ajouter quelques éléments pédagogiques pour vous qui pourront vous servir. Alors, vous allez retrouver en fait dans le guide pédagogique que vous pouvez récupérer sur notre site tout un ensemble de de documents, de propositions. Vous allez voir des choses que vous pouvez remplir aussi à la main pour travailler autour de ce texte, autour de ce livre avec vos élèves. Et en fait, vous allez voir que vous avez plusieurs angles possibles pour travailler. Sur l'interdisciplinarité, notamment en histoire, puisque c'est au programme de CM2, la France des guerres mondiales à l'Union européenne. Donc, vous allez pouvoir mettre en place plein de séances autour de ce thème et travailler peut-être à l'oral en organisant un débat d'éducation civique. Vous allez pouvoir faire réfléchir en fait vos élèves à cette notion du programme par l'identification, puisqu'il s'agit du récit d'un petit garçon qui a un récit à la première personne, ils vont pouvoir facilement s'identifier. Et donc, ça va les pousser à réfléchir sur tout ce qui s'est passé, toutes ces notions historiques, mais aussi ces conditions de vie. Ce que Gertrude Dorder vous a expliqué tout à l'heure, hein, comment ils s'habillaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, quels étaient leurs loisirs, etc. Vous allez aussi pouvoir faire travailler vos élèves autour du lien entre littérature et art. À la fin de l'ouvrage, vous avez un dossier pédagogique et là, vous voyez une double page. On vous propose des œuvres artistiques. Vous avez des photos, des films, il y a une bande dessinée qui arrivera en 2023. Donc, vous allez pouvoir aussi montrer tous ces documents à vos élèves et élargir la réflexion à toutes ces œuvres qui sont à chaque fois basées sur des faits réels et peut-être les faire travailler sur la notion se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres. Parce que vous verrez en lisant le journal d'Henri que on voit au fur et à mesure du récit se dessiner son affirmation à lui, l'affirmation de sa personnalité, son rôle qui change. Au début, c'est vraiment un petit garçon euh, qui voit ce qui se passe et qui relate ce qui se passe, et petit à petit, il va prendre, on va lui confier des choses, il va devenir plus grand, plus responsable, et il va aussi peut-être prendre davantage la mesure de tout ce qui se passe, comprendre petit à petit ce qui arrive plutôt que juste le subir. Donc tout ça, c'est des axes intéressants pour travailler avec vos élèves. Ils vont pouvoir voir en fait l'intérêt de ce type de récits. Ce sont des récits en fait d'apprentissage où on voit à la fois l'enfant dans sa vie de famille, mais aussi l'enfant par rapport à d'autres enfants, puisqu'il raconte assez souvent dans son journal ses interactions avec des amis, des cousins, etc. Et puis aussi comment ça se passe à l'école, les conditions dans lesquelles il va à l'école. Vous allez aussi pouvoir faire réfléchir vos élèves sur la part qu'on peut faire entre la vérité et la fiction dans un texte. Sachant que c'est quand même un texte qui est donc basé sur des faits réels avec tout un travail d'enquête, de documentation. Et puis montrer en général les apprentissages humains et puis la difficulté qu'il peut y avoir à faire ces apprentissages humains en temps de guerre dans ces conditions très particulières. Donc voilà, vous avez plein de possibilités pour travailler sur ce texte, pour mettre en place une approche transversale, que ce soit transversale entre littérature et histoire, entre littérature et art. J'espère que ça vous donne des perspectives et de la matière pour travailler. Voilà, et donc, je vous rappelle qu'en mars prochain, on aura la bande dessinée Les Enfants de la Résistance, le livre Les Enfants de la Résistance,
qui va sortir et qui est fait à partir de la bande dessinée que vous voyez là, sur la page 107. Donc restez connectés à nos réseaux, à notre, newsletter pour ne pas manquer la parution de cet ouvrage et puis, voilà, vous avez le journal d'Henri et le guide pédagogique pour travailler en classe dès maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? On est là pour vous répondre. N'hésitez pas à utiliser la discussion ou alors, l'outil questions et réponses, pour toutes les interactions. Alors merci beaucoup Estelle. Oui, effectivement, c'était très touchant. Merci beaucoup, Gertrude Dorder pour, votre témoignage, hein. Alors, il y a Corinne qui nous dit: «Mes parents sont nés en 30 et 31. C'était sur Marseille, mais j'ai eu les mêmes informations que vous. Ma maman m'a toujours raconté la joie des Américains qui donnaient des chewing-gums aux enfants». Alors, on a une question de Juliette ou une remarque: «Les enfants sont toujours heureux de poser des questions en direct aux auteurs, mais ils ont peu l'occasion». Gertrude Dorder, est-ce que vous faites des interventions encore en école? Oui, je peux, bien sûr. J'en ai fait et je peux continuer. Et souvent, effectivement, les enfants sont très touchés parce qu'ils ont en face d'eux, alors bien sûr l'auteur, mais en plus, là, c'est l'auteur qui était témoin du héros. Et l'année dernière, je me souviens avoir été dans l'école d'un petit neveu qui était assez trublion sur les bords. Eh bien, il avait dit à sa mère: oh là là, j'espère que mes copains vont se tenir tranquilles. Eh bien, non seulement ils se sont tenus tranquilles, mais ils étaient médusés et j'ai été comblée de voir ces enfants captivés par mon récit. Donc, je pense que c'est un bon moyen de leur faire découvrir ce qu'est l'histoire et l'histoire qui se crée, qui se vit. Alors, Estelle nous dit qu'elle a déjà travaillé avec le livret pédagogique utilisé l'an dernier. Et du coup, est-ce que vous avez travaillé sur l'interdisciplinarité ou qu'est-ce que vous avez choisi comme angle? Qu'est-ce que vous aimeriez nous partager? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui et qui aimeraient avoir des pistes pour travailler en classe. Elle nous dit aussi que ses élèves sont entrés très facilement dans l'histoire et se sont posés beaucoup de questions. Donc voilà, Estelle nous explique qu'elle a travaillé en mettant ce texte en lien avec son cours d'histoire et avec des objets de famille. Alors on a Juliette qui nous dit qu'elle avait l'habitude de travailler sur Mon amie Anne Frank, mais qu'elle pense que le journal d'Henri sera plus abordable pour eux. En tout cas, le journal d'Henri, c'est effectivement un texte qui est à la portée des enfants. C'est déjà au niveau de la lecture, le fait que ce soit, très simple, très je sais pas, très direct, le ton employé, je pense que c'est quelque chose qui est bien adapté pour les enfants et puis, c'est très touchant, mais c'est tout à fait, encore une fois, il y a pas de souci, vous pouvez, pour moi, le confier à des enfants sans problème. Ils vont être à l'aise avec ce texte, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Et Estelle qui nous dit: «J'ai eu la chance de pouvoir beaucoup échanger avec ma grand-mère, encore du monde». Elle a 94 ans et donc elle avait 11 ans en 1939, donc c'est pile dans la tranche d'âge, dont vous nous avez parlé, Gertrude Dorder. Ce moment où il se passe énormément de choses où, comme vous dites, on forge, sa personnalité, on fait énormément d'apprentissage. Donc, c'est des événements qui sont extrêmement marquants pour tout le monde à tout âge, mais peut-être encore plus quand on a ces âges-là où, je pense qu'on est assez grand pour, bien comprendre ce qui se passe et en même temps, peut-être qu'on a moins de distance, qu'un adulte. Il y a Christine qui nous dit, «Gertrude Dorder, vous avez écrit un livre sur Napoléon, de quoi s'agit-il?»
Alors, j'ai créé une collection chez Belin qui s'appelle la collection Avant de devenir. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé au musée Carnavalet, qui est le musée de l'histoire de Paris. Et je me suis rendu compte que certains personnages, on en parlait, personnages historiques, s'entend, on en parlait quand ils étaient adultes, mais on ne savait pas très bien comment ils avaient touché. Et mon premier coup de cœur, ça a été sur un personnage qui est vraiment très connu, qui est Louis XIV. Louis XIV, tout le monde sait. D'ailleurs, je commence souvent quand je vais dans une école, je dis aux enfants, pour vous, Louis XIV, c'est quoi? C'est qui? Et les enfants me répondent, c'est le roi Soleil. Je dis, ben oui, c'est vrai, c'était le roi Soleil, mais il a eu une enfance complètement pourrie. Et effectivement, c'est ce que j'avais découvert en travaillant au musée Carnavalet, que la période de la Fronde, c'était quelque chose d'épouvantable. Et je me suis dit, mais ça serait très intéressant d'écrire un livre pour montrer comment, d'une enfance terrible, on peut devenir un personnage resplendissant. Alors j'ai travaillé sur Louis XIV, j'ai même écrit 3 tomes sur la période de la Fronde, parce que c'était particulièrement agité. Et comme Belin m'avait demandé de lancer une collection, j'ai cherché d'autres personnages. Alors, il y a une vingtaine de titres dans cette collection, mais moi, j'ai travaillé sur Napoléon. Parce que Napoléon, ça m'a fasciné de voir que c'est un empereur absolument extraordinaire qui a dominé l'Europe au début du 19e siècle. Mais d'où venait-il? Ben, c'était un petit Corse qui venait d'une île un peu reculée. Et comment tout ça avait pu se métamorphoser? Alors, je me suis plongée dans son enfance et j'ai été fascinée de voir qu'il y a quand même des tempéraments qui très tôt émergent. Et effectivement, très tôt, le petit Napoléon, eh ben, il a appris à lire et écrire. Très tôt, il a été batailleur et insupportable. Et puis, il est parti, et ça, c'est quand même tout à fait étonnant. Il a été envoyé, grâce à une bourse, à Paris, pas à Paris, mais en région parisienne, où il a été envoyé au collège de Brienne. Il faut imaginer ce petit Corse qui ne parlait pas vraiment français, qui se retrouve soudain catapulté comme interne dans une région de France humide alors qu'il avait quitté sa Corse. Et bien, tout ça, ça aurait pu comment dire, l'écrabouiller. Eh bien non, il va tirer de toutes ces épreuves, il va tirer sa force et devenir un personnage hors du commun. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de Napoléon. Et puis après, je me suis dit, bah, tiens, si j'allais faire son épouse, donc j'ai fait la même chose pour Joséphine. J'ai été fouillée dans l'enfance de Joséphine, cette petite créole qui était en Martinique et qui vivait comme un oiseau des îles. Et tout d'un coup, elle va se trouver catapultée à Paris au moment de la Révolution, etc., etc. Donc tout ça, ça permet de rendre romanesque tout en suivant l'histoire de près, car là encore, je m'efforce toujours dans les livres que j'écris pour les enfants de coller à l'histoire tout en la mettant en scène, donc par des petits trucs mais qui sont réels. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est une dimension fondamentale, en effet, de votre texte, le journal d'Henri, comme de vos autres textes, hein, de vraiment cette fidélité aux événements historiques, de coller au maximum à la réalité de ce qui s'est passé. Donc oui, il y a du récit et de la mise en scène, mais au minimum possible pour faire de ce texte une histoire, pour vraiment, surtout rester fidèle à ce qui s'est passé, et parce que enfin, c'est fondamental de pouvoir transmettre, ça, hein. Mmh. Oui, et vous voyez par exemple sur la jeunesse de Louis XIV, euh, j'ai inventé des personnages qui me permettaient de faire un lien entre le lecteur et Louis XIV, parce que c'est pas Louis XIV qui allait nous expliquer ce qui se passait. Donc il fallait quelqu'un qui soit près de lui. Et j'ai inventé un petit Italien, musicien, espion de Mazarin. Et en fait, dans la vraie vie, et c'est pour ça que je l'avais inventé, dans la vraie vie, Mazarin avait un espion qui était un jeune Italien
musicien qui vivait à la cour d'Anne d'Autriche. Donc mes personnages inventés, ils collent à une réalité. Je les invente parce que ça me permet de leur donner quelquefois un petit surplus de vie en imaginant des petits épisodes qui n'entravent pas le cours de l'histoire de France, mais qui permettent de les rendre plus humains. Voilà. Mais je colle le plus possible à l'histoire pour la rendre vivante. Merci beaucoup pour votre réponse très complète. J'avais mis cette diapo, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de littérature et art et en fait, à ce moment-là, ça permet de réfléchir au fait que Henri, le personnage principal, grandit et on lui confie, cette responsabilité. Il a le droit, au bout d'un certain temps, d'écouter, la radio avec son père et c'est un privilège pour lui. Il se sent, valorisé de la confiance qu'on lui accorde, parce qu'il n'est plus un enfant qui est, en de qui subit ce qui se passe sans trop comprendre ce qui se passe. Il est à présent assez grand pour prendre part à ce qui se passe et donc pour avoir ce secret parce que, bah, ça doit surtout pas se savoir. Donc on le considère qu'il est assez grand, assez responsable pour garder ce secret et avoir conscience qu'il ne faut pas le dire. Alors, il y a Christine qui nous dit qu'elle aimerait bien des textes sur des personnages historiques féminins, par exemple des scientifiques. Alors, moi, j'avais fait un bouquin justement sur Marie Curie. Parce que, effectivement, mes héros étaient surtout des héros, bon, à part Joséphine, c'était surtout des héros masculins. Et j'avais eu envie de traiter une personnalité féminine plus proche de nous. Et c'est la raison pour laquelle j'avais écrit alors un premier livre dans la collection Avant de devenir, qui était la jeunesse de Marie Curie jusqu'à son prix Nobel. Et puis dans la collection, je ne sais plus comment elle s'appelait, Des vies extraordinaires, j'avais fait le journal de Marie Curie, parce que c'est une personnalité hors du commun, euh, qui est une valeur d'exemple absolument fabuleuse. Et puis c'est une femme, elle a su s'imposer et montrer tout son talent de chercheuse avec une obstination qui mérite le respect. Et puis en même temps, quelque chose qui s'est un peu perdu, un désintéressement absolument prodigieux. C'est-à-dire qu'elle aurait pu gagner des fortunes avec sa découverte du radium et elle a estimé que le radium allait permettre de guérir, et effectivement, ça permet de guérir des cancers, et donc elle n'allait pas demander de royalties, donc elle ne s'est jamais enrichie, mais elle a été un bienfaiteur de l'humanité. Oui, effectivement, un personnage emblématique qui a beaucoup fait avancer la science. Juliette nous dit qu'elle a adoré la bande dessinée avant de devenir. Elle a étudié sa vie et son travail extraordinaire pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Oui, parce qu'effectivement, non seulement Marie Curie, elle a découvert le radium, mais en plus, pendant la Première Guerre mondiale, elle a eu l'idée absolument extraordinaire, parce que ça a permis de sauver quantité de blessés, d'inventer des voitures euh, qui permettaient de faire des radiographies et qui étaient envoyées sur le front. Alors qu'avant, il n'y avait pas de radio, donc on charcutait une blessure et quelquefois, ça achevait le blessé plutôt que ça permettait de le guérir. Et grâce à elle, ça a été prodigieux. Et elle a formé aussi sa fille, Irène, qui était devenue infirmière. Elle lui a fait apprendre à conduire et elle partait avec leur matériel de radiographie sur le front. Moi, ma question, c'était une question plus sur votre écriture en elle-même, parce que quand on lit le texte, on a vraiment l'impression que c'est un petit garçon qui nous raconte, son histoire. Et donc je me demandais comment vous avez fait pour, travailler votre style, pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est le style, la façon d'écrire d'un enfant, on voit vraiment à travers les yeux d'un enfant. Alors, je ne sais pas très bien comment je fais.
Euh, mais je travaille beaucoup, c'est-à-dire que je commence à écrire les idées qui me viennent, puis je relis, quelquefois en ayant laissé tomber un peu mon texte. Donc je relis en le découvrant. Et là, je me rends compte qu'il faut simplifier, qu'il faut élaguer, qu'il faut faire des phrases courtes. J'aime aussi beaucoup faire des petits chapitres, parce que je me souviens quand j'étais enfant, et pourtant j'aimais beaucoup lire, ben c'est vrai que quelquefois on me disait, allez, tu termines ton chapitre, etc. Et si le chapitre il se termine par un petit suspense, ben ça donne envie d'aller lire le suivant. Mais je ne sais pas très bien sinon comment je fais. Mais je sais que je travaille beaucoup, en fait, mon texte. Il est jamais du premier jet. Et je Oui, pense que c'est en le simplifiant que je le rends euh, aisé pour les enfants. oui, oui et après vous avez sans doute cette intuition de sentir, le point de vue de l'enfant, la façon de Oui, raconter de l'enfant, qui j'imagine est vraiment, quelque chose que voilà vous sentez, qui est pas forcément, qui s'explique pas forcément. Oui, 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 effectivement. Il y a Estelle, qui nous demande, enfin qui vous demande, Gertrude, comment avez-vous, aussi, su ou pu prendre la distance nécessaire pour ne pas être prise par les émotions ressenties, soit par vous, soit par votre frère? Heu et voilà, comment vous avez fait pour, prendre suffisamment de distance tout en voilà, en restant quand même touchée par, ce qui se passait? alors en fait, il y a, je crois, le phénomène que tout ce que j'ai raconté, il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà. Donc j'étais déjà imprégnée par l'histoire et ce qui m'a frappée, c'est la précision des détails de mon frère, parce que ça, il y avait plein de choses que je ne soupçonnais pas et lui, par contre, il l'avait vraiment gardé en lui. Donc ça, je pense que ce double, je suis rentrée 2 fois dans cette histoire et que ça m'a permis de prendre un peu de recul. En revanche, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que quand je lui ai confié mon livre, parce que j'ai eu la chance qu'il le découvre avant de décéder, il m'a dit, et ça m'a fait énormément plaisir, je me suis retrouvée dans ton livre. Et ça, c'était un merveilleux compliment parce que j'avais su sentir ce qu'il avait été, peut-être aussi parce que j'ai eu un peu la même éducation que lui après la guerre, mais quand même, j'ai eu les mêmes parents que lui, donc il y a des choses que j'ai senties parce que je les avais vécues. Moi, je suis une enfant d'après-guerre, c'est-à-dire l'après-guerre, il n'y a pas beaucoup d'argent, l'après-guerre, il y a encore des restrictions, il y a encore des tickets de rationnement. Donc, on vit quand même, mon enfance, elle n'a pas été privilégiée, loin de là. Donc, j'ai pu me projeter sur son enfance à lui. Je crois que c'est cette manière, vos auditeurs, de l'opportunité de faire découvrir en fait une histoire qui n'est pas si loin que ça Tout à fait. et qui a aujourd'hui en plus des résonances avec la guerre en Ukraine. Je pense que les enfants doivent être conscients, même si on essaie de ne pas leur en parler trop, ils sont obligés de voir ce qui se passe et de mieux comprendre. Et moi, je dois dire que c'était, il y a quelques années, la guerre en Syrie qui m'avait vraiment fait prendre conscience que la durée d'une guerre, parce que c'est ce qui m'a peut-être le plus marqué, se dire ça fait 5 ou 6 ans d'une vie. Mmh, mmh. Euh, C'est c'est beaucoup. long, Mmh. c'est très très long. Mmh et comme vous le dites, même quand la guerre se termine, on C'est doit pas être fini. soulagé, mais enfin, on est sans doute, voilà, soulagé en partie, mais c'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de restrictions et de choses, difficiles et puis après, il y a tout un travail de réparation aussi, donc voilà, Et mon c'est petit frère, par exemple, mon petit frère qui est né en 42, qui donc n'a pas de souvenir réel de la guerre, lui, il a les souvenirs des Américains. Et c'est un vieux monsieur maintenant. Eh bien,
les Américains, pour lui, c'était, alors le chewing-gum, bien sûr, mais pas que ça. C'était les jerrycans, c'était les Jeeps, c'était les GI qui avaient cigarettes au bec, etc. Pour lui, c'était le summum du prestige. Et ça, ça l'a marqué à vie, ça, j'en suis certaine. Oui, c'est tout à fait saisissant. Mm. Voilà, il y a plein de personnes qui vous remercient et qui sont convaincues par votre intervention. Ben, Et j'en puis, suis ravie. comme dit Estelle, c'est un partage d'une page d'histoire, hein, qui reste proche. Ça s'éloigne, mais voilà, pour travailler justement sur la mémoire de ce qui s'est passé et aussi pour aider les enfants à comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Syrie, dans d'autres pays. Et pour rester vigilant à tout ce qui pourrait arriver, c'est essentiel de travailler sur cette période. Et voilà, avec le journal d'Henri, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aborder cette période en classe. Je vous remercie beaucoup, Gertrude Dordor. Merci pour Merci, votre moi aussi. témoignage très précieux. Merci beaucoup à vous toutes, à vous tous d'avoir été présents. Donc, je vous enverrai dans les jours prochains le replay, toute la documentation qui pourrait vous servir. Et puis, n'hésitez pas à réagir à ce message que je vous enverrai, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.